À 14h32, le 14 septembre 1943, le sergent français Marcel Dubois n'en croyait pas ses yeux. Au Stalag 7A, près de Moosbourg, à travers les baraquements, il observait des charpentiers allemands qui travaillaient sans relâche depuis l'aube, 5 heures du matin. Ce n'était pas un jour de travail ordinaire, c'était un dimanche. Ces hommes, officiellement ces gardiens, travaillaient plus dur que n'importe quel ouvrier français que Dubois ait jamais connu. À cet instant, il commençait à comprendre que tout ce qu'il pensait des Allemands était fondamentalement faux 9 heures plus tôt. Dubois avait été réveillé par le bruit des marteaux et des scies. Au début, il avait pensé à une urgence, peut-être des réparations après un bombardement, mais en regardant par la petite fenêtre de sa baraque, il vit quelque chose qui allait changer sa vision du monde à jamais. Des soldats allemands et des ouvriers civils étaient en train de construire de nouveaux logements pour les prisonniers qui arrivaient. Ce qui choqua Dubois, ce n'était pas seulement qu'il travaillait, c'était la manière dont il travaillait. La précision était stupéfiante. Chaque coup de marteau atteignait sa cible avec une exactitude chirurgicale. Chaque coup de scie était parfaitement mesuré. Il n'y avait aucun mouvement gaspillé. Aucune pause pour les bavardages ou les cigarettes. Ces hommes travaillaient avec une intensité et une fierté que Dubois n'avait jamais vues de toute sa vie. Et le plus étonnant, c'est que personne ne les y forçait. Les gardiens restaient à l'écart à fumer, tandis que les ouvriers allemands se motivaient eux-mêmes. Marcel Dubois avait une perspective particulière sur le travail acharné. Avant la guerre, il avait travaillé aux usines Renault de Boulogne-Billancourt où, en tant que contremaître, il supervisait les chaînes de production. Il connaissait les ouvriers français, les ouvriers américains grâce à des programmes d'échange, et même des ouvriers italiens grâce à des projets communs. Mais ce qu'il voyait là dépassait tout. Les Allemands ne travaillaient pas seulement pour le salaire ou par peur de la punition. Ils travaillaient par quelque chose qu'ils ne pouvaient décrire que comme une fierté professionnelle. Vers 15h47, un moment se produisit qui allait changer à jamais la vision de Dubois sur les Allemands. Un charpentier allemand plus âgé, probablement autour de 60 ans, remarqua qu'une planche était de travers, pas dramatiquement de travers, peut-être de 2 mm. N'importe qui d'autre l'aurait ignoré. Mais cet homme, Hans Müller, comme Dubois allait le découvrir plus tard, arrêta tout le travail. Il enleva la planche, la mesura à nouveau, la coupa avec précision et la remit en place, parfaitement. L'ensemble dura 20 minutes pour une erreur que personne n'aurait remarquée. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda un jeune ouvrier allemand en allemand. Dubois comprenait suffisamment pour comprendre la réponse qui allait marquer sa vie, parce que ça doit être fait correctement. Quand nous construisons des maisons, nous les construisons pour qu'elles durent 100 ans. C'est ça, être allemand. Et cette philosophie se manifestait dans chaque aspect de leur travail. Quand la pluie commença à tomber vers 16h30, Dubois s'attendait à ce que les ouvriers se mettent à l'abri. Au lieu de cela, ils sortirent des bâches et continuèrent à travailler. Non seulement cela, mais ils travaillèrent plus vite pour protéger leurs outils et le bois de l'humidité. Un ouvrier français aurait vu la pluie comme une raison parfaite pour une longue pause. Ces Allemands la voyaient comme un problème qui devait être résolu. Ce qui surprit le plus Dubois, c'était la hiérarchie, ou plutôt son absence. Le commandant du camp, le colonel Friedrich Weber, arriva sur le chantier vers 17h15. Dubois s'attendait à une inspection formelle, peut-être des critiques ou de nouveaux ordres. Au lieu de cela, Weber enleva sa veste d'uniforme et travailla pendant 2 heures aux côtés de ses hommes. Il n'était pas un meilleur charpentier qu'eux, mais il travaillait avec la même intensité. Quand un soldat lui offrit un marteau mieux équilibré, Weber l'accepta avec gratitude et continua à travailler. À cet instant,
Dubois comprit quelque chose de fondamental sur la mentalité allemande. Ce n'était pas de la discipline militaire ou la peur de la punition. C'était de l'ADN culturel. Ces hommes ne pouvaient pas faire autrement que de travailler avec un dévouement absolu. Ce n'était pas seulement leur travail, c'était leur identité. Le lendemain, le 15 septembre, apporta une surprise encore plus grande. Dubois fut choisi pour aider aux travaux de construction. En tant que prisonnier français, il s'attendait à des tâches minimales, peut-être porter des outils ou nettoyer le chantier. Au lieu de cela, Hans Müller en personne lui enseigna le travail du bois. « Tu vois ce grain ?» demanda Müller en français hésitant. En pointant un morceau de chêne, le bois veut être coupé dans cette direction. Si tu travailles contre la nature, il casse. Si tu travailles avec elle, il devient plus fort que l'acier. C'était plus qu'une leçon sur le travail du bois. C'était une philosophie sur la vie. Müller travailla 14 heures ce jour-là, de 6 heures du matin à 20 heures, avec seulement une demi-heure de pause pour le déjeuner. Dubois, qui avait été fier de son endurance dans sa jeunesse, était complètement épuisé après 8 heures. Müller le remarqua et dit quelque chose que Dubois n'oublierait jamais. « Le travail n'est pas un marathon, mon ami, c'est une danse. Tu dois trouver le rythme qui ne t'épuise pas, mais qui t'épanouit. » Ce que Dubois observait n'était pas simplement du travail acharné, c'était une façon de vivre qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les ouvriers allemands ne faisaient aucune distinction entre leur travail et le travail du camp. Ils travaillaient sur tout avec la même intensité. Quand un problème avec la conduite d'eau de la baraque 7 survint vers 18h30, 3 charpentiers, un électricien et un maçon travaillèrent ensemble pour le résoudre. Personne ne dit « ce n'est pas mon travail ». Tout le monde mit la main à la pâte comme si c'était sa propre maison. Le 3e jour, le 16 septembre. Quelque chose se produisit qui changea complètement la compréhension de Dubois de la situation. Un transport de 30 nouveaux prisonniers français arriva, parmi lesquels son vieil ami de Renault, Pierre Rousseau. Rousseau était grièvement blessé, des éclats d'obus dans l'épaule gauche et une infection qui paraissait déjà dangereuse. Les ouvriers allemands arrêtèrent tout. Hans Müller en personne porta Rousseau à l'infirmerie et y resta jusqu'à ce que le médecin allemand l'eût soigné. Ensuite, Müller vint voir Dubois et dit « Ton ami aura besoin de 3 semaines pour guérir. Je vais prendre son travail en charge. » Ce n'était pas de la générosité, c'était simplement ce qui devait être fait. Cette nuit-là, Dubois écrivit dans son journal secret « Je comprends maintenant pourquoi l'Allemagne est devenue si puissante. Ce n'est pas grâce à leurs armes ou à leur stratégie. C'est grâce à la façon dont ils travaillent. Ils travaillent comme si leur vie en dépendait, mais aussi comme s'ils aimaient ENSA. J'ai vu des ouvriers français travailler pour leur famille, des ouvriers américains travailler pour l'argent, et des ouvriers italiens travailler pour l'instant présent. Mais ces Allemands, ils travaillent pour l'éternité. » Les semaines qui suivirent ne firent que renforcer cette observation. Marcel Dubois documentait scrupuleusement ce qu'il voyait. Les ouvriers allemands arrivaient volontairement plus tôt et partaient plus tard. Ils apportèrent leurs propres outils, même si le Stalag 7A en mettait à disposition, parce que leurs outils personnels étaient mieux entretenus. Ils discutaient des détails techniques avec une passion que Dubois associait habituellement aux artistes ou aux scientifiques. Le 23 septembre, il fut témoin d'un événement qui changea sa propre perception de la guerre. Un bombardier américain B-17 fut abattu au-dessus du camp et le pilote, le lieutenant James Morrison, survécut au crash, grièvement blessé. La réaction allemande fut immédiate et dramatique. Le docteur Heinrich Braun, le médecin du camp, opéra Morrison pendant 7 heures, afin de lui sauver la vie. Mais ce qui choqua Dubois, c'est ce qui se passa ensuite. Hans Müller et son équipe de charpentiers allemands travaillèrent jour et nuit pendant 3 jours pour construire une baraque spéciale pour Morrison. Pas n'importe quelle baraque.
Une avec une ventilation améliorée, une température plus agréable, et même une petite fenêtre donnant sur les collines bavaroises. Lorsque Dubois demanda pourquoi il faisait tant d'efforts pour un ennemi, Müller répondit « Ce n'est pas notre ennemi, c'est un pilote qui a fait son devoir. Nous faisons le nôtre. » Cette attitude s'étendait à tous les aspects de la vie du camp. Les cuisiniers allemands travaillaient avec la même précision que les charpentiers allemands. La nourriture n'était pas luxueuse, mais elle était nutritive et préparée avec soin. Les gardes allemands ne se contentaient pas de surveiller. Ils organisaient des événements de sportifs, distribuaient le courrier avec une efficacité étonnante et tenaient même des réunions hebdomadaires pour entendre les plaintes des prisonniers. Le 30 septembre, Dubois fut témoin d'un événement qui révolutionna sa vision du leadership. Le colonel Friedrich Weber convoqua une assemblée de tous les ouvriers, allemands et prisonniers, pour discuter des progrès de la construction du camp. Ce qui suivit ne fut pas une session de commandement militaire, mais une véritable discussion. Des soldats allemands firent des suggestions. On demanda aux prisonniers français ce qu'ils en pensaient. Des prisonniers de guerre américains apportèrent des idées qui furent effectivement mises en œuvre. Weber écoutait tout le monde et prenait des notes. Lorsqu'un prisonnier français suggéra de construire les latrines plus près des baraquements, Weber ne rejeta pas l'idée. Il discuta des aspects hygiéniques et pratiques. Finalement, la proposition fut acceptée et des ouvriers allemands passèrent une semaine entière à déplacer les installations. C'est ça le leadership, écrivit Dubois dans son journal. Pas par la peur ou l'autorité, mais par la compétence et le respect. Weber n'est pas plus puissant que ces hommes. Il est plus utile et ils le suivent parce qu'ils le respectent, pas parce qu'ils le craignent. En octobre, les premières tempêtes d'automne commencèrent. Et Dubois fut témoin de l'éthique de travail allemande dans des conditions extrêmes. Lorsqu'une tempête endommagea le toit de la baraque 12 le 7 octobre, des artisans allemands travaillèrent avec des vents de 60 km/h et sous une pluie battante pour le réparer. Pas le lendemain quand il ferait meilleur, immédiatement, afin que les prisonniers n'aient pas à passer une seule nuit dans des conditions humides. Hans Müller, alors âgé de 61 ans, grimpa personnellement sur le toit et travailla pendant 4 heures à des températures de 3 degrés Celsius. Lorsque Dubois lui demanda pourquoi il n'attendait pas que la tempête se calme, Müller répondit « Voudriez-vous dormir dans une maison qui fuit? Alors je ne peux pas attendre ça des autres. » L'intensité de leur travail était accablante, mais c'est la qualité qui impressionna le plus Dubois. Tout ce que les Allemands construisaient était construit pour durer. Les baraquements n'étaient pas seulement fonctionnels, ils étaient beaux. Les sols étaient parfaitement nivelés. Les portes s'ajustaient sans le moindre interstice. Les fenêtres s'ouvraient silencieusement. C'était comme s'ils ne construisaient pas un camp de prisonniers temporaires, mais une petite ville. Ils ne construisent pas pour aujourd'hui, nota Dubois. Ils construisent pour demain, pour l'année prochaine, pour la prochaine génération. C'est la différence entre nous et eux. Nous construisons pour résoudre le problème. Ils construisent pour prévenir tous les problèmes futurs. Cette philosophie se manifestait dans les moindres détails. Les électriciens allemands ne se contentaient pas de poser des câbles. Ils marquaient et documentaient chaque connexion pour de futures réparations. Les plombiers allemands n'installaient pas seulement des tuyaux. Ils intégraient des systèmes redondants au cas où le système principal tomberait en panne. Les charpentiers allemands n'utilisaient pas seulement suffisamment de clous, ils utilisaient la meilleure qualité de clous disponible. Lorsque Pierre Rousseau fut enfin assez bien pour travailler, il fut frappé du même étonnement. « Marcel, dit-il à Dubois, j'ai travaillé toute ma vie dans des usines. Je pensais savoir ce que signifiait le travail acharné. Mais ça, c'est autre chose, c'est de l'ART. » Le 15 octobre, de nouveaux prisonniers français arrivèrent au Stalag 7A
dont un ingénieur nommé Claude Moreau qui avait travaillé chez Citroën. Moreau était sceptique quant au récit de Dubois sur l'éthique de travail allemande. « Tous les soldats travaillent dur, dit-il, ce n'est pas quelque chose de spécial. » Une semaine plus tard, Moreau rejoignit Dubois avec une perspective complètement différente. « Je me suis trompé, admit-il. Je pensais qu'ils travaillaient dur, parce que ce sont des soldats. Mais ce n'est pas vrai. Ils travaillent dur, parce que ce sont des Allemands. J'ai demandé au cuisinier civil pourquoi il se levait tous les matins à 04h30 pour faire du pain frais, alors qu'il pouvait aussi utiliser du pain militaire. Vous savez ce qu'il a dit? Parce que le pain frais est meilleur, et quand on fait quelque chose, on le fait bien. Ce fut le moment où Dubois comprit que ce qu'il observait allait plus loin que la discipline militaire ou l'effort de guerre. C'était de l'ADN culturel. Cette éthique de travail n'était pas quelque chose que les Allemands avaient développé pour la guerre. C'était quelque chose qu'ils avaient apporté avec eux, et cela allait probablement durer, bien après la fin de la guerre. Ce que Dubois documenta au cours des mois suivants allait influencer fondamentalement sa carrière d'ingénieur après-guerre. Les méthodes allemandes n'étaient pas seulement efficaces, elles étaient révolutionnaires. Chaque ouvrier allemand tenait un carnet personnel, dans lequel il documentait non seulement ses tâches, mais aussi des améliorations et des problèmes potentiels. Ces dossiers étaient discutés chaque semaine avec les supérieurs. Et les bonnes idées étaient mises en œuvre immédiatement le 22. En octobre, Dubois fut témoin d'un événement qui allait profondément changer sa perception de l'innovation. Un jeune mécanicien allemand nommé Fritz Kellner remarqua que la pompe à eau du camp fonctionnait de manière inefficace. Au lieu de simplement signaler le problème, Kellner passa 3 soirées après le travail à concevoir une solution. Le 4e jour, il présenta au colonel Weber un plan détaillé pour un système de pompage amélioré. Weber étudia le plan pendant 1 heure, posa des questions techniques et discuta des coûts et des matériaux. Finalement, il approuva non seulement le projet, mais mit également 2 mécaniciens supplémentaires à la disposition de Kellner et le dispensa de ses autres obligations jusqu'à ce que le système soit installé. La nouvelle pompe était 40% plus efficace et consommait moins de carburant, une ressource cruciale en cette fin de guerre. Dubois nota, en France, une telle proposition aurait mis des mois à être approuvée par la bureaucratie. Ici, il a fallu 4 jours de l'idée à l'approbation. Mais le plus important, c'est que Kellner n'a pas été récompensé pour cette innovation. Il a été respecté. Weber l'a traité comme un ingénieur égal, même s'il n'était qu'un simple mécanicien. Les normes allemandes en matière de contrôle de la qualité étaient obsessionnelles. Chaque structure du camp était inspectée au moins 3 fois, une fois pendant la construction, une fois après l'achèvement et une fois 1 mois plus tard, pour s'assurer qu'elle était conforme aux normes. Dubois observa Hans Müller démolir un mur entier parce qu'un clou dépassait de 3 mm. « Pourquoi cette perfection ?» demanda Dubois. La réponse de Müller fut révélatrice. « Parce que d'autres personnes vivront dans ce bâtiment, parce que mon nom est lié à ce travail, parce que c'est la bonne chose à faire. Dans cet ordre, cette attitude s'étendait aux travaux les plus dangereux. Lorsqu'un obus non explosé fut découvert sur le terrain du camp en novembre 1943, 5 ingénieurs allemands se portèrent immédiatement volontaires pour le désamorcer. Ce n'était pas leur mission directe, mais ils considéraient qu'il était de leur responsabilité de résoudre le problème. L'expert en bombes, le Hauptmann Rudolf Steiner, travailla pendant 4 heures par des températures glaciales pour désamorcer en toute sécurité la bombe de 500 kg. Après avoir terminé, Steiner refusa toute reconnaissance particulière. « C'est mon travail », dit-il simplement. Mais Dubois remarqua quelque chose de plus profond. Steiner avait apporté ses propres outils, plus performants. Au
lieu d'utiliser l'équipement standard, il avait augmenté le risque pour lui-même afin de faire le travail parfaitement. Les mois d'hiver apportèrent des conditions extrêmes, et Dubois fut témoin de l'éthique de travail allemande dans les circonstances les plus difficiles. Par des températures de moins 15 degrés Celsius, les artisans allemands continuaient à travailler sur des réparations cruciales. Ils développèrent des solutions innovantes. Des poêles de chauffage portables pour les travaux de ciment, des antigels spéciaux pour la peinture, des ateliers chauffés pour les travaux de métaux de précision. Ce qui impressionna le plus Dubois, c'est que ces innovations n'étaient pas ordonnées d'en haut. Elles découlaient de la mentalité naturelle de résolution de problèmes des travailleurs allemands. Quand l'hiver rendait le travail plus difficile, ils trouvaient des moyens de surmonter l'hiver. Quand le matériel devenait rare, ils trouvaient des alternatives. Quand les outils cassaient, ils les réparaient mieux que l'original. En décembre 1943, un incident se produisit qui renforça le respect de Dubois pour la direction allemande. Un nouvel officier de garde, le lieutenant Kurt Brenner, tenta de réduire les heures de travail pour économiser de l'énergie. Les travailleurs allemands protestèrent poliment, mais fermement. Ils arguèrent que des heures de travail plus courtes entraîneraient une qualité inférieure, ce qui signifierait plus de réparations à long terme. Le colonel Weber écouta les deux parties, étudia les données et décida en faveur des travailleurs. Brenner fut indigné et menaça de se plaindre aux instances supérieures. Weber répondit calmement « Vous êtes libre de le faire, lieutenant, mais ces hommes ne construisent pas seulement des bâtiments. Ils construisent notre réputation. Je fais plus confiance à leur expertise qu'à vos théories. » Brenner déposa effectivement une plainte, mais fut muté 3 semaines plus tard. Weber expliqua plus tard aux travailleurs « L'autorité sans expertise est de la tyrannie. J'ai l'autorité, mais vous avez l'expertise. C'est pourquoi nous travaillons ensemble. » Cette philosophie de leadership se manifesta dans chaque décision. Lorsque la pénurie de matériaux devint un problème en janvier 1944, Weber ne convoqua pas une réunion de commandement. Au lieu de cela, il rassembla tous les artisans et demanda « Comment résolvons-nous cela ?» Les solutions vinrent d'en bas. Recyclage des matériaux, réparation au lieu de remplacement, alternatives créatives pour les matériaux rares. L'ingénieur français Claude Moreau documenta soigneusement ces réunions. Weber n'est pas un dictateur, nota-t-il. C'est un coordinateur. Il prend les meilleures idées de ces hommes et les aide à les mettre en œuvre. C'est du vrai leadership, pas commander, mais permettre. En février 1944, un haut officier SS arriva au camp et critiqua le traitement gaspilleur des prisonniers. Il ordonna de réduire les rations alimentaires et d'augmenter les heures de travail des prisonniers. Weber s'opposa poliment, mais fermement. Les conditions actuelles étaient nécessaires à la productivité, argumenta-t-il. Les travailleurs malades et sous-alimentés sont des travailleurs inefficaces. L'officier SS menaça de conséquences, mais Weber maintint sa position. Après son départ, Weber expliqua aux travailleurs allemands « Nous traitons les gens décemment, non pas parce que c'est ordonné, mais parce que c'est la bonne chose à faire, et c'est aussi pratique. Les personnes traitées décemment travaillent mieux. » Cet épisode révéla quelque chose de fondamental sur la mentalité des travailleurs allemands. Ils ne suivaient pas aveuglément les ordres, ils suivaient des principes. Lorsque les ordres contredisaient les principes, ils trouvaient des moyens respectueux de défendre les principes. Weber risqua sa carrière pour maintenir ces normes, et ses hommes le respectèrent d'autant plus. La production de guerre dans le camp fut un autre exemple de la méticulosité allemande. Au lieu de simplement respecter les exigences minimales, ils produisaient des biens qui dépassaient souvent les spécifications. Les mécaniciens allemands ne se contentaient pas de réparer les équipements cassés, ils les amélioraient. Les tailleurs allemands ne se contentaient pas de fabriquer des vêtements fonctionnels, ils les rendaient plus durables.
Dubois documenta un cas où des travailleurs allemands réparèrent un moteur défectueux de manière à ce qu'il fonctionne 20% plus efficacement que l'original. Lorsque les autorités berlinoises demandèrent comment cela était possible, le mécanicien en chef répondit « Nous n'avons pas seulement réparé, nous avons compris. Quand on comprend vraiment quelque chose, on peut toujours l'améliorer. » Cette mentalité imprégnait chaque niveau de la culture de travail allemande. Du simple manœuvre à l'ingénieur le plus chevronné, chacun considérait son travail comme une occasion de s'améliorer. Les problèmes n'étaient pas des obstacles, mais des défis. Les erreurs n'étaient pas des échecs, mais des occasions d'apprendre. En mars 1944, Marcel Dubois fut témoin de la réaction allemande face à une véritable crise. Un violent bombardement endommagea de larges portions du camp, y compris la cuisine, l'infirmerie et 3 baraquements. Des prisonniers et des Allemands blessés gisaient partout, et l'infrastructure était gravement endommagée. La réaction allemande fut immédiate et totale. En moins de 2 heures, ils avaient activé un protocole d'urgence, manifestement préparé depuis des années, mais jamais testé. Chacun savait exactement ce qu'il devait faire. Des cuisiniers installèrent une cuisine de campagne. Des médecins soignèrent les blessés dans une infirmerie improvisée. Des ingénieurs commencèrent immédiatement les réparations les plus cruciales. Ce qui impressionna le plus Marcel Dubois, c'était la coordination. Personne n'attendait d'ordre. Chaque ouvrier allemand savait instinctivement où il pouvait être le plus utile. Et y travaillait. Il n'y avait aucune confusion, aucun doublon, aucun effort gaspillé. C'était comme le mécanisme d'une machine parfaite. En 48 heures, les systèmes essentiels étaient rétablis. En 1 semaine, le camp était en meilleur état qu'avant l'attaque. Les charpentiers allemands n'avaient pas seulement considéré la crise comme une occasion de réparer, mais comme une occasion de modernisation. La nouvelle cuisine était plus efficace. La nouvelle infirmerie était mieux équipée. Les nouveaux baraquements étaient plus confortables. Marcel Dubois écrivit « D'autres nations auraient mis des mois à se remettre d'une telle attaque. Les Allemands ont mis 1 semaine pour en ressortir plus forts qu'ils n'y étaient entrés. Ce n'est pas seulement de l'efficacité, c'est une transformation de la destruction en progrès. » Lorsqu'en avril 1944, de nouveaux prisonniers alliés arrivèrent, ils furent choqués par les conditions. Le camp était plus propre et mieux organisé que beaucoup de leurs propres bases militaires. Les Allemands avaient transformé un camp d'internement en une ville modèle. Avec des systèmes fonctionnels, des bâtiments bien entretenus et même de petits jardins pour des produits frais, le capitaine américain, Antoine Lemaire, demanda à Marcel Dubois « Comment est-ce possible ? C'est mieux que notre camp en Angleterre avant la capture. » Marcel Dubois répondit « Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'améliorer les choses. C'est comme s'ils étaient physiquement incapables de laisser quelque chose de mal fait. » Cette attitude s'étendait même aux plus petits détails. Les gardes allemands polissaient leurs boutons à la perfection. Les cuisiniers allemands disposaient de la nourriture de manière esthétiquement plaisante. Les mécaniciens allemands huilaient des machines qui fonctionnaient déjà parfaitement. C'était comme s'ils ne travaillaient pas pour aujourd'hui, mais pour une inspection par Dieu lui-même, en mai 1944. Alors que la situation de la guerre devenait de plus en plus désespérée pour l'Allemagne, Marcel Dubois s'attendait à ce que les normes de travail baissent. Le contraire se produisit. Les ouvriers allemands travaillaient, si possible, encore plus dur et avec plus de précision, comme s'ils savaient que leur temps était limité et étaient déterminés à l'utiliser parfaitement. Hans Müller, aujourd'hui âgé de 62 ans, et visiblement épuisé par des mois de dur labeur, expliqua cette philosophie à Marcel Dubois. Quand le monde s'écroule, ce n'est pas une raison pour faire du moins bon travail, c'est une raison pour faire du meilleur travail. Notre travail est la seule chose qui restera de nous. Ces histoires ne sont pas que des anecdotes tirées d'archives poussiéreuses.
Ce sont les moments qui montrent que le respect et la dignité humaine peuvent survivre, même dans la plus sombre des guerres, de vraies personnes, de vraies surprises. Une vraie réconciliation, si ces histoires comptent pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante. Alors, soutenez YouTube Super Thanks, le cœur doré en bas. Cela permet directement l'accès à davantage de témoignages, davantage de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, au lieu de créer du contenu à clic. Il s'agit d'honorer toutes les facettes de l'histoire. Lorsque la guerre prit fin en mai 1945, Marcel Dubois fut l'un des derniers prisonniers français à quitter le Stalag 7A. Il aurait pu partir plus tôt, mais il voulait assister au projet de fin d'études des charpentiers allemands. La restauration complète du camp pour le transfert aux Américains. Les Allemands travaillèrent pendant 2 semaines pour réparer chaque dommage, documenter chaque amélioration et laisser le camp dans un état qui reflétait leurs normes. Ils créèrent même des manuels détaillés pour la maintenance de tous les systèmes, avec des schémas et des directives de résolution de problèmes. Hans Müller remit à Marcel Dubois un carnet manuscrit contenant toutes les techniques qu'il avait apprises. « Emportez ceci en France, dit-il. Et souvenez-vous, le bon travail est universel. Il n'appartient à aucune nation, mais à l'humanité. » L'après-guerre validerait les observations de Marcel Dubois, de retour en France. Lorsqu'il reprit son travail chez Renault, il mit en œuvre les méthodes allemandes, contrôle de la qualité, amélioration continue, respect de l'expertise, quelle que soit la hiérarchie. Son ouvrage, Leçons de captivité, devint l'un des livres les plus influents sur l'efficacité industrielle dans la France d'après-guerre. Mais l'influence la plus importante fut personnelle. Marcel Dubois ne travailla plus jamais sans penser à Hans Müller et aux autres charpentiers allemands. Il adopta leurs normes, leur dévouement, leur respect du bon travail. Dans ces dernières années, il disait souvent « Les Allemands m'ont appris que le travail n'est pas ce que l'on fait pour vivre, c'est la manière dont on vit. » Charles Lemoine, l'ingénieur de chez Citroën, vécut une expérience similaire. Après la guerre, il fonda son propre bureau d'études et devint l'un des pionniers de la mécanique de précision française. Sa philosophie d'entreprise était entièrement basée sur ce qu'il avait appris dans le camp allemand. La perfection n'est pas un but, c'est une manière de travailler. Son entreprise devint réputée pour une qualité qui dépassait les normes allemandes. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Mes spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables, des grands-pères qui étaient dans des camps, des amitiés inattendues, des lettres retrouvées dans des greniers. Partagez l'histoire de prisonniers de guerre de votre famille ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous.